nous fascine, nous effraie, nous passionne. Cet été, Transfert se met à l'heure des faits divers. Découvrez, à travers la voix des victimes, mais aussi des coupables, ce que ces crimes disent de nous. Khaled n'a jamais connu que la violence. Enfant battu, traîné de foyer en foyer, il sombre doucement vers la délinquance. Après un premier passage en prison, il décide de fonder une famille, de quitter la région parisienne pour gérer un petit commerce. Il décide d'avoir enfin une vie bien rangée. Vous écoutez Transfert, épisode 337, un témoignage recueilli par Léa Warin. Mon premier souvenir d'enfance, c'est durant la guerre d'Algérie. C'est quand ma mère m'amène, moi et mes frères, à la cave suite à des coups de feu. Ma mère se marie très tôt avec mon père. C'est une femme soumise. Elle vit depuis ce mariage dans l'ombre de mon père. Dans la crainte aussi de mon père, bien sûr. Mon père, c'est un monument rempli de contradictions, analphabète, qui s'engage très tôt dans l'armée française, rempli de violence, de haine, de ressentiment, de colère. Et je crois qu'il n'est jamais sorti de cette Deuxième Guerre mondiale. Toute sa vie, cette guerre l'a poursuivi. Et à la maison, le rire est proscrit. On est tous au garde à vous. On est tous tremblants de peur à chaque fois que sa violence éructe. À l'âge de 9 ans, avec mon copain Michel, on a allumé un feu de brindille. Impossible de l'éteindre avec nos semelles de chaussures qui prennent feu. On part en courant. Un voisin nous voit, appelle les pompiers, les gendarmes. Je me cache derrière les feuilles d'artichaut. Et là, je reste 1 heure en espérant qu'on ne découvre pas ma cachette. Et c'est la pointe de la chaussure de mon père qui vient buter contre mon genou. Et là, mon père attend que tout le monde parte. Il m'amène à la cave, il m'attache les pieds et les mains, et il me roue de coups. Et à partir de cet instant, je dois vivre dans le sous-sol. C'est ma chambre. Donc il me descend mes livres, mes cahiers d'école, une lampe frontale, un bol d'eau, un demi-pain, un fruit et une bouteille d'eau. Mais ce sous-sol a quelques avantages. Je me retrouve seul, comme une forme de liberté, malgré qu'il fait noir dans ce sous-sol. Et je trouve à la bibliothèque quelques livres et je commence à lire. Je découvre la lecture dans ce sous-sol. À l'âge de 10 ans et demi, suite à une visite médicale chez le médecin de famille, il découvre que j'ai plusieurs fractures concomitantes. Il décide de prévenir la juge pour enfants et on me place dans une famille d'accueil. Je me demande ce que je fais là. Je suis avec un couple d'agriculteurs très âgés et des taiseux qui ne parlent jamais, en dehors des bruits de fourchettes et des bols de soupe qu'ils avalent. Et un jour, je demande à mon éducateur, je lui fais part de mon mal-être avec ce couple d'agriculteurs dans cette ferme. Un éducateur qui décide de me proposer une autre famille d'accueil. Et au bout d'une dizaine de mois, je pars dans une autre famille d'accueil à Moreuil. Un couple qui est en instance de divorce. Et j'assiste tous les jours à leurs frasques, à leurs disputes. Et je finis toujours par manger pratiquement tous les soirs dans ma chambre. J'en parle aussi à mon éducateur, qui réagit très vite. Il va voir la juge pour enfants et elle me place dans un foyer pour adultes. J'ai 13 ans et demi. Dans ce foyer, je trouve pas ma place. Je suis avec des adultes, notamment avec des boat people, qui viennent la plupart d'Asie. Et sur un fascicule que je trouve comme ça, j'apprends qu'on peut s'engager à la marine très tôt, comme un nouvel espoir pour moi de me dire, voilà, je vais m'engager, peut-être que la vie sera moins dure dans la marine, que je vais peut-être trouver une autre famille. Et je me suis engagé, je pars avec mon sac marin à Brest, sur la Jeanne d'Arc. Et là, je reste 1 an à nettoyer le pont du bateau. Un moment difficile, douloureux, surtout le week-end, puisque la plupart des mineurs
comme moi, rentrent chez eux le week-end et moi, je reste à la base avec les adultes. Je ressens un sentiment de solitude et je me dis que je suis un peu plus orphelin que mineur, puisque déjà le vendredi matin, c'est la fête. Tous les copains rentrent chez eux le week-end. Et moi, je me retrouve à aller traîner au foyer avec des adultes. Moi, je suis mineur. Donc, à 22h, je regagne ma chambrée. Et dans ma chambrée, le seul lit qui est occupé, c'est le mien. Donc, entre la solitude de cette chambrée et quand je descends au foyer, j'ai des adultes qui communiquent pas avec moi. J'erre un peu quelque part dans ce foyer en cherchant ma maman. Je souhaite faire la formation de plongeur sous-marinier. Malheureusement, j'apprends que je ne peux plus prétendre être plongeur sous-marinier et je décide de résilier mon contrat et je reviens dans ce foyer. Je commence à voler, donc c'est de la délinquance alimentaire, puisque au foyer, chacun doit ramener sa nourriture. J'ai très peu d'argent et de temps en temps, je rôde autour de chez mes parents et quand je vois pas la voiture de mon père, donc il est absent, il est au travail, j'en profite pour aller frapper à la porte et je repars dans les quelques minutes. Je reste dans ce foyer jusqu'à l'âge de 17 ans. À 17 ans, je souhaite passer mon permis de conduire. J'apprends qu'à l'armée, on peut passer son permis, donc je m'engage, je devance l'appel et je fais mon service militaire. Je termine mon service militaire, je monte à Paris avec un ami, on passe une soirée en boîte de nuit et à la sortie de cette boîte de nuit, on se fait bousculer par 2 personnes, je demande des excuses en bonne et due forme. En retour, j'ai un lot de chapelets d'injures racistes. Mon sang ne fait qu'un tour. J'ai comme une forme de violence en moi contenue et là j'explose. Plein de choses me passent par la tête, la violence de ma maman, le fait d'être aussi stigmatisé par rapport à ma couleur de peau, à mes origines. Je frappe le premier, je frappe le second. Et là, il y a une escouade de policiers qui me ceinture, qui m'amène au poste. Et donc, je goûte aux affres de la garde à vue. Déjà, durant la garde à vue, je suis menotté dans le dos et on me passe un tabac, sans aucune raison. J'arrive au palais de justice un peu esquinté. J'assume les coups que j'ai portés. J'explique à la présidente pourquoi je me suis déchaîné sur ces 2 personnes. Et j'espère une indulgence de la part de l'institution judiciaire par rapport à ce que j'ai vécu déjà. Et je me rappelle du gendarme qui me dit « Tu dors à Fleury ce soir ?» Donc je passe en comparution immédiate et je suis condamné à un an ferme. Je me retrouve dans une prison à grande échelle, on me met tout nu puisque là je n'existe plus, je deviens un numéro d'écrou, je suis un numéro d'écrou. Je fais appel de cette décision, je passe 6 mois après en appel et ma peine est aggravée à 18 mois et je repars à Fleury-Mérogis avec 18 mois de prison ferme. Quand la sentence est tombée, j'en veux à la terre entière, je me dis que je suis né pour souffrir. Je ressens un sentiment de colère, de haine, de rage, de ressentiment. Quand je franchis la porte de la cellule de Fleury-Mérogis, que le surveillant claque les verrous derrière moi, je fais un tour de la cellule et je me dis qu'elle ressemble énormément à ce sous-sol dans lequel j'étais enfermé, sauf qu'il n'y a pas de barreaux. C'est exactement le même endroit, aussi triste, aussi lugubre. Et donc je revis aussi à ce moment-là ces moments passés dans ce sous-sol. Je m'effondre, je me mets à pleurer sur le lit. Et là, j'ai le sentiment profond qu'il n'y a pas de fin, quoi, que ça s'arrêtera jamais. Dans la cour de promenade, je me fais remarquer par rapport à mon côté sportif, donc j'étais boxeur. Donc les anciens sont venus me demander des cours de boxe, donc je commence à faire des entraînements de boxe avec eux. Ils me prennent sous leurs ailes et sans m'en rendre compte, je leur fais confiance. Au bout de quelques jours, de quelques semaines, je ressens de l'affection, de la tendresse pour eux. Et je me dis, c'est peut-être ma deuxième famille. Il y a beaucoup d'humanité, beaucoup de bienveillance de leur part. Et dans cette cour de promenade, je m'érige en redresseur de tort. J'accepte aucune injustice de la part des codétenus envers un autre codétenu. Et bien sûr,
Durant ma détention, je risque de mourir à plusieurs reprises. Mon passage dans cette prison, j'ai le sentiment que c'est pas ma place. Quand je marche dans la cour de promenade, je jette un coup d'œil circulaire et je me dis qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là pour une bagarre? Je comprends pas. Je côtoie des braqueurs, des pédophiles, des assassins. C'est injuste déjà par rapport à ce que je vis depuis mon enfance. Mais la prison a continué à m'isoler. Je m'enferme dans mon propre labyrinthe. Je parle très peu. Je cogne beaucoup. Cette peine de prison m'a endurci plus que je le pensais. Ouais. Je sors à 20 ans. Je sors de cette prison le 20 septembre 1980. Et je vais rejoindre ces anciens dans un bar à Bastille. Je suis reçu comme un membre de la famille à part entière. Et ils me font la fête. Et ce soir-là, c'est très festif. Et quelques jours après, je retourne dans ce bar. Et là, on s'isole un peu dans une pièce à l'écart. Et ils me parlent d'un braquage. Quelque part, moi, au fond de moi, je pense que c'est prédestiné pour moi. Et je me sens en confiance avec eux. J'ai très peu de moyens. Et voilà. D'un seul coup, je me dis que c'est le moment ou jamais de prendre mon destin en main et d'essayer de vivre un peu plus chichement. 15 jours après, je monte sur un braquage avec eux. Le braquage en lui-même se passe bien. Donc on réussit à neutraliser l'alarme, à neutraliser le gardien, à rentrer dans la salle des coffres, à ouvrir la plupart des coffres au marteau et au burin. 2 jours après, un des chauffeurs qui doit déposer la voiture et s'en débarrasser fait une erreur, la garde dans un parking. Le gardien prend la plaque, téléphone à la police se met en surveillance et quand il vient récupérer le véhicule, il se fait arrêter. Mon nom est lâché, j'apprends que je suis recherché et je décide de partir en Algérie. Et là, je prends un billet d'avion via Bruxelles et je pars, je retourne en Algérie pour la première fois, me mettre au vert. Je me sens comme un étranger. Pourtant, c'est le pays qui m'a vu naître, mais je me sens comme un étranger. Tout change pour moi. J'ai vraiment le sentiment que c'est pas ma place non plus là-bas. Au bout de 3 mois, je décide de revenir. J'ai toujours pas de faux papiers. Je suis en province et je prends la route. Et je roule vite, je roule très vite. Et je me fais flasher sur l'autoroute à 174 km. Et là, au péage, je croise les gendarmes. Je suis avec mon frère, donc je donne son nom, mais la supercherie est vite découverte. On me fait les empreintes et on se rend compte tout de suite que je m'appelle Khaled Miloudi et que je suis recherché depuis plusieurs mois. Et là, je suis condamné à 5 ans, dans 1 an avec sursis. Et je retourne à Fleury-Mérogis. Donc retour à la case départ. Là, pareil, rempli de violence, de rage, de ressentiment. Je me fais encore remarquer par les anciens et bon, la prison étant un monde violent, je réussis à faire ma place. Cette peine de prison est émaillée d'incidents, de violences, de mise au quartier disciplinaire, de passage au tribunal correctionnel. Et je sors en 85. Je retrouve la liberté en 85. Quand je sors de prison, je rencontre Ella. Je suis pas stable, j'ai la bougeotte, je suis tout le temps en mouvement, mais au plus profond de moi-même, j'ai envie d'avoir un enfant. J'ai envie d'être papa. Et ça se fait avec elle. J'ai déjà son prénom dans la tête, Malik. Et je choisis ce prénom suite à Malik Osekine. Ça m'a beaucoup marqué. Ce passage à tabac subi qu'il avait quelque part, je me retrouvais, puisque moi aussi, j'ai été passé à tabac lors de ma première garde à vue, et je fais un parallèle. Et donc j'apprends qu'il se fait tuer par une brigade volante à Saint-Germain-des-Prés, dans un hall. Et je suis tellement touché par ce fait divers que, en moi, je me dis, voilà, si j'ai un garçon, son prénom, ce sera Malik. Elle tombe enceinte et je décide de stabiliser ma situation. Donc je trouve un emploi comme réparateur de jeux vidéo chez un ami. Sa grossesse se passe bien et Malik naît le 16 mars 1989. Et là, quand je le prends dans mes bras à la clinique, il se passe quelque chose, quoi. Je suis complètement bouleversé et j'en pleure de joie. Et à partir de là, je décide d'être un père de famille lambda. Donc je décide de descendre à Montpellier dans l'espoir de pouvoir lui donner une vie plus calme et
est plus tranquille que la région parisienne où j'ai des affinités, des gens du grand banditisme autour de moi. Je veux couper les liens et je décide de prendre en gérance une supérette. Donc je l'achète et entre-temps, retour de couche, la maman de Malik tombe enceinte de Walid. Comme Malik doit faire sa première entrée en maternelle, je décide de prendre un appartement juste en face de la cour de récréation de l'école maternelle que Malik doit intégrer quelques jours après. J'achète une paire de jumelles pour pouvoir le voir évoluer dans la cour de récréation avec ses copains, ses copines. J'ai besoin de le voir. Je me démêle entre le supermarché, Malik et Walid à l'hôpital. Et là, j'apprends que ma société périclite, que je me suis fait gruger, qu'il y a plus de passifs que d'actifs, que les comptes sont trafiqués via un commissaire aux comptes et même un avocat véreux. J'essaye tant bien que mal de continuer à exploiter mon commerce. Malheureusement, il y a un gouffre au niveau des dettes. Je demande un prêt à la banque qui doit être accepté, mais au dernier moment, on me le refuse. Donc la mort dans l'âme, incapable presque de subvenir aux besoins de ma propre famille. Là, je fais un burn-out et je sais plus où donner de la tête entre l'hôpital, entre la maison, entre le supermarché. Donc je fais un redressement judiciaire et la mort dans l'âme, je suis obligé de faire une liquidation judiciaire. Je rencontre 2 anciens codétenus place de la Comédie à Montpellier. Donc je leur parle de mes problèmes financiers, de ma société qui périclite. Ils sont venus à Montpellier pour se mettre au vert. Et ils me proposent de monter sur le braquage qu'ils ont préparé. J'ai 24 heures pour réfléchir. Donc cette nuit est très longue, une nuit blanche. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je monte avec eux? Est-ce que je monte pas? Et la mort dans l'âme aussi par rapport à ce sentiment de culpabilité qui m'habite. Comment je suis incapable de subvenir aux besoins de ma famille, de mes enfants. Et le lendemain, je les retrouve place de la Comédie et je leur donne le feu vert. Le braquage en lui-même est prêt. Il faut juste que je puisse savoir où est-ce qu'il est le pied-à-terre, d'où on part. Une fois que le braquage est terminé, où est-ce qu'on atterrit, quel changement de voiture on fait, quel itinéraire on fait. Alors le jour J, on part d'un pied-à-terre avec la voiture volée. On arrive dans la banque, on attend que les convoyeurs sortent. Je rentre dans la banque. Mon rôle à moi, c'est d'aller au coffre. Je croise les convoyeurs dans le sas. Je suis postiché. Je descends au coffre. Le directeur n'a pas le temps de fermer le coffre. Je récupère le sac en toile de jute. Je remonte. Je dis à mon complice que c'est bon. On ressort à travers le sas avec le directeur que je laisse sur le trottoir. On s'engouffre dans le véhicule et on démarre en trombe. On fait un relais. On arrive au pied-à-terre. Tout se passe bien. On partage l'argent. Le braquage a lieu à 10h, et vers 17h, on décide de reprendre la route sur Paris. Et là, on n'est plus en voiture volée, on n'a plus d'armes sur nous, on est en voiture en règle. Je suis avec un complice. Et à un moment donné, une forme de tension dans le véhicule. On décide de changer d'itinéraire, on voit toujours pas mal de véhicules à droite, à gauche. On pense que le danger vient de derrière, mais en fin de compte, devant nous, il y a un véhicule qui s'arrête, une 309, avec un homme qui descend, une arme à la main, et qui tire sans sommation aucune, qui tire sur le chauffeur, à travers le pare-brise. Il le loupe. Le chauffeur ne perd pas son sang-froid, accélère. Je suis côté passager. Et au moment où on arrive à sa hauteur, il retire un deuxième coup de feu. Je me rends compte que la ceinture de sécurité me sauve la vie. Puisqu'au moment où je me baisse pour éviter le coup de feu, la ceinture me bloque. Et tant mieux, puisque le coup de feu passe et il traverse la porte. La balle se fiche dans le pommeau de vitesse. On repart en trombe. Et là, on connaît pas trop le coin. On est dans le nord de la France, dans un petit village. Et donc là, c'est au petit bonheur la chance, gauche-droite, gauche-droite. Et à un moment donné, dans une petite rue, je vois une espèce de gare de triage abandonnée. Donc je dis à mon complice de s'engouffrer dans cette gare. Et on se retrouve dans le noir, le véhicule et nous. Et là, je me dis qu'on a peut-être une chance de leur échapper, parce qu'il fait noir. La voiture, c'est pas possible qu'ils la retrouvent tout de suite. Donc je dis à mon ami, il faut qu'on reste terré ici et qu'on attende la nuit. Donc on attend 22h, 22h30. On quitte la voiture et on décide de longer les rails à pied. C'est la première nuit de guerre, puisqu'on se contente pas de marcher. Il faut ramper, il faut se planquer, il faut sauter dans le fossé. Mon ami de l'époque, je le porte sur mon dos.
Je lui frictionne les bras, les jambes, à cause des crampes, comme il est pas du tout sportif. Et on réussit à faire 50 kilomètres à pied jusqu'à une gare de triage. C'est cette nuit-là, le long des rails, pendant que mon ami fait une pause, qui fume une cigarette comme si c'était la dernière. Et là, je me rends compte que le lendemain, c'est la rentrée en maternelle de Malik et que je pourrais pas être là. Et que non seulement je serai pas là, mais il va s'en passer quelques-unes avant que je puisse un jour espérer en faire une avec lui. C'est là que je me rends compte que je suis en cavale. Et là, je m'en veux énormément et je repense à cette nuit où, sur le fil du rasoir, j'oscillais entre le oui et le non. Et là, à 6 heures du matin, en prenant plusieurs taxis, on arrive à rentrer jusque Paris. Et à partir de là, je sais que je suis un homme recherché. Tout au début de ma cavale, je change régulièrement de point de chute. J'ai toujours pas de papier d'identité, donc je peux pas circuler, je suis terré un peu. C'est des copains qui viennent me ravitailler. Et là, je touche du doigt un peu ce que c'est qu'une cavale, ce que c'est d'être isolé de tout le monde, ce que c'est d'être libre mais d'être en sursis. Chaque chose que je vis, je me dis que c'est certainement la dernière fois. Pendant ces 3 ans et 3 mois de cavale, à aucun moment je peux me poser, je peux m'apaiser, je peux rire, je peux vivre. Je suis en mode survie. Un bouton rouge qui est allumé, je suis tout le temps en train de regarder derrière moi, de préparer un itinéraire, de changer d'endroit, de lieu à chaque fois. Puis surtout le fait de ne pas voir mes enfants. Et quelque temps après, je décide d'aller voir mes enfants. Donc juste pas mal de stratagèmes pour pouvoir les voir sans me faire arrêter. J'y vais la nuit, je me postiche et bien sûr, ils dorment. C'est des moments douloureux, terribles dans ces moments-là. Je me ressource en les prenant dans mes bras, en les regardant dormir et je reste 1 heure ou 2 comme ça et je m'emplis d'eux. Et je repars le cœur serré, la gorge nouée, avec ce sentiment de me dire voilà, que je suis un mauvais père, que je suis un mauvais papa, mais qu'il faut assumer, qu'il va falloir assumer cette cavale. Et je réussis après quelques mois à les récupérer dans un supermarché. C'est nos premières vacances. J'essaye de renouer des liens avec eux, au risque de me faire arrêter, puisque des fois le matin, je suis tellement bien, mais tant pis, s'ils ouvrent la porte à 6 heures, ben je me rendrai, mais ce moment-là, je veux le continuer, je veux qu'il perdure. Je continue les braquages, pas tout de suite, puisqu'il faut que j'attende que j'ai des documents, donc des papiers. Je réussis à avoir une pièce d'identité, je peux me déplacer, j'ai un véhicule, j'ai une vraie fausse identité. Et bien sûr, pendant la cavale, il faut beaucoup d'argent. Il faut de l'argent déjà parce qu'il faut changer régulièrement de plan, de voiture. Il faut acheter pas mal de personnes autour de soi. Et puis surtout, je continue aussi à assumer complètement l'intendance, à assurer les cantines, les vacances, les activités périscolaires de mes enfants. C'est moi qui continue à payer le loyer. Mes enfants manquent de rien, bien au contraire. Moi, je peux pas passer, mais j'envoie un copain pour déposer des enveloppes régulièrement. Je les couvre de cadeaux aussi. Et un jour, lors d'un braquage, je prends une balle dans le ventre. Elle passe à 1 centimètre du gilet pare-balles. Je réussis à monter sur la moto, à prendre le sac d'armes et à rentrer au pied-à-terre, donc dans mon studio. Je réussis à marcher, clopin-clopant. Bien sûr, je suis père de Malik et de Walid. Donc c'est grâce à eux que j'arrive à marcher, à remonter les escaliers. Et mes copains ramènent un médecin vers 4 heures du matin. Donc ils voient mon arme de poing sous la couverture. Et quand ils regardent ma blessure, très inquiet, il me dit il faut aller à l'hôpital, moi je peux rien faire. Je lui explique que je préfère mourir là que de mourir dans une cellule et notamment en prison. Donc j'insiste, je me retourne et il commence à m'inciser la peau, à essayer de récupérer cette balle. Ça dure presque 3 quarts d'heure et il arrive à attraper l'ogive qui se retourne dans mon os et là à ce moment-là je manque de tomber dans les pommes. Et j'ai un ami à moi qui me donne un étui à couteau que je tiens dans la bouche, que je serre très fort et à l'oreille, il n'arrête pas. Il me répète le prénom de mes 2 enfants. Malik, Walid, il n'arrête pas. Et quelque part, je sais que c'est ce qui me fait tenir, quoi, que c'est ce qui m'évite de tomber dans les pommes, c'est ce qui me... comme une force intérieure, un instinct de survie, mais surdimensionné.
C'est la vie ou la mort, et la vie, c'est Malik et Walid, quoi. Donc je suis persuadé que c'est pour ça que je tiens. Le médecin me dit quoi qu'il arrive, il faut que j'aille à l'hôpital, que je risque d'avoir des séquelles à vie. Et ce soir-là, je dis à un de mes amis de me raser. Je comprends pas, je dis si, j'insiste pour qu'il me rase. Les yeux dans les yeux, je lui dis voilà, si je meurs demain, je veux être présentable pour mes parents sur mon lit de mort. Donc un moment de solitude, un moment intérieur très 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 fort. Et il s'exécute et je m'endors. Il se relaye pour veiller sur moi, et pour être sûr que je suis pas mort, ils mettent l'oreille à côté de ma bouche pour m'entendre respirer. Et le lendemain, j'ouvre les yeux. Et là, incroyable, je me dis, je suis vivant. Donc déjà, un jour de gagné. Donc je leur demande de me passer le téléphone. Et j'appelle mon père, j'appelle ma mère, j'appelle chacun de mes frères et de mes sœurs. Pendant 3 semaines, un mois, je vais les appeler régulièrement. Surtout ma maman. Je parle beaucoup avec ma maman, à qui je demande pardon énormément. Je crois que voilà, ma réalité a dépassé la fiction. Par miracle, au bout de 3-4 mois, grâce à tous ces antibiotiques que j'ai ingurgités, j'ai réussi à récupérer. Et puis au bout d'1 an, je suis rétabli. Avec la mère de Malik et Walid, déjà quelque part notre couple bat de l'aile. Moi, je suis dans la communication, j'ai besoin de verbaliser, d'échanger, de parler avec ma compagne, et c'est pas son cas, et on se sépare pendant la cavale. Un soir, elle me retient à la maison et on couche ensemble. Quelque temps après, j'apprends donc qu'elle est enceinte. Donc Yanis naît le 21 février 1993, durant ma cavale. Quand je l'apprends, devant le fait accompli, je lui fais une place dans mon cœur et je vais le reconnaître. Donc je récupère ma pièce d'identité qui est cachée chez un ami à moi, et je vais en moto avec une arme sur moi. Je vais à la mairie de Bobigny pour reconnaître cet enfant, parce que quelque part, voilà, je me suis dit, il est de moi et il faut absolument qu'il porte mon nom. Ses frères portaient mon nom. La maman est d'accord. J'ai quelques craintes, mais en fin de compte, en quelques minutes, je signe le document et je repars, satisfait de me dire, voilà, même si je suis en cavale, j'ai réussi à lui donner mon nom. Donc un moment fort aussi. Et puis après, je rencontre Nadia. C'est une aventure, on se voit quelques fois, on partage des bons moments, et puis quand je vois qu'elle, voilà, qu'il commençait à avoir des sentiments de son côté, je disparais de la circulation, et un jour je la retrouve devant une de mes planques, et elle m'apprend qu'elle attend un enfant. Donc là, c'est pareil, voilà, des moments de solitude où je me dis, voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc je culpabilise beaucoup. Il y a quelque chose qui s'est éveillé en moi, et quelques jours après, je l'appelle, puisqu'elle devait faire sa première échographie. Elle m'apprend que c'est une fille. Donc là, il y a eu un blanc, qu'elle a remarqué quand même, ce blanc au téléphone. Et elle va naître, je la prends dans mes bras. Elle a les yeux fermés, d'un seul coup, ses yeux se mettent à papillonner, et elle ouvre un œil, et on se croise comme ça. Et je sais pas, il se passe quelque chose. Je me suis dit, ouais, non, j'ai pas besoin de faire d'ADN, c'est ma fille, quoi. En la regardant, je me suis vu en elle, et à cet instant-là, quoi, dans l'instant même, je lui ai fait une place dans mon cœur. Elle s'appelle Sarah. Et dès que je peux la prendre, je la prends. Donc, je vais la chercher en moto à la sortie de l'école. Et je commence à fédérer mes garçons et ma fille. Je suis dans ma 4e année de cavale quand Sarah naît. Mais entre-temps, entre la naissance de Yanis et la naissance de Sarah, je rencontre l'amour dans un piano-bar à Paris. Je suis avec 2 copains, on est en train de prendre un verre, d'écouter de la bonne musique. Je rencontre Chanez. On s'apprivoise pendant quelques mois, et elle décide de venir vivre avec moi. Donc au début, je lui dis pas que je suis en cavale, je lui dis pas qui je suis. Donc pour elle, je suis un maître nageur, je m'appelle Saad, et un jour, la confiance étant là, la passion, l'amour, les sentiments, je décide de lui dire la vérité. Et donc un jour, en rentrant, je lui dis, voilà, j'ai quelque chose de très fort, d'important à te dire. Et je lui dis, voilà, je m'appelle pas Saad, je m'appelle Khaled, et je suis en cavale depuis presque 3 ans. Et là, quelques secondes comme ça où son visage se ferme, et puis d'un seul coup, son visage se ranime, et elle me saute dans les bras, et pour elle, peu importe le prénom, quoi. C'est pas mon prénom, mais c'est moi. Je continue à braquer. Elle le sait pas.
Et un jour, en rentrant, elle fait un test et elle m'apprend qu'elle est enceinte. Et là, alors là, je me suis vraiment dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Le 6 décembre 1994, après le braquage d'un fourgon blindé, je me fais arrêter, en bas de chez moi dans un stade. Les policiers font une perquisition chez moi, donc ils retrouvent des armes qui sont cachées dans le faux plafond. Ma compagne se fait arrêter. Pendant la garde à vue, le juge d'instruction confirme après une prise de sang que ma compagne est enceinte et qu'elle attend des jumeaux. Malgré la pression des services de police, donc la BRB, la BRI et le CRB, il incarcère pas ma compagne. Au bout de 48 heures, on la relâche. Et un simple courrier de la SPIP qui m'apprend que ma compagne a accouché de 2 garçons qui se portent très bien, Sofiane et Ryan. Je suis incarcéré depuis 6 mois, je suis au fond du trou, au fond des abysses de l'enfer, et je rate la naissance de mes enfants, et c'est la première fois. Comme j'étais en cavale, je me suis fait arrêter pour un autre braquage. Donc je suis en prison, je suis incarcéré pour 2 braquages. Pour le braquage pour lequel je suis recherché et le braquage pour lequel je me suis fait arrêter. Je suis condamné à 8 ans d'emprisonnement. On est toujours à l'instruction sur le 2e braquage du fourgon blindé. Donc je fais 8 ans. Et je me suis dit, pour le fourgon blindé, même je comptais entre 15 et 20 ans, je me suis dit, même si je risque 15 ou 20 ans, j'en ai déjà fait 8. Pour moi, déjà, j'ai quand même une assurance, me dire, j'ai presque fait la moitié. Malheureusement, je suis remis en liberté. J'ai pas demandé à sortir. Je traînais les pieds pour une fois pour sortir de prison. Pourquoi? Parce que je sais que je vais revenir. Je vais revenir pour 15 ou 20 ans. Comment vivre, comment être heureux avec cette épée de Damoclès, donc une peine, une très longue peine. Je suis assigné à résidence à Bourges. Mes jumeaux ne me connaissent pas. Il faut que je renoue des liens avec eux. Il faut qu'ils apprennent à savoir qui je suis pour eux. Ils refusent mon autorité, ma paternité. C'est quelque chose d'extrêmement violent pour moi, extrêmement dur à vivre dans mon hypersensibilité, de me faire rejeter par mes propres enfants. Les huissiers viennent se bousculer derrière la porte d'entrée. Je comprends pas pourquoi, alors que je suis en prison, je peux voir mes enfants, et maintenant que je suis remis en liberté, je peux pas voir mes grands garçons qui sont sur la région parisienne, ma fille aussi. Je commence à aller les voir en cachette, Sarah, Malik, Walid et Anis. À chaque fois que je vais voir mon avocat, il me fait comprendre que la cour d'assises arrive. Donc je me suis dit, il faut que je me mette en cavale avant que la cour d'assises arrive. Donc au bout de 3 ans de pointage, pour me mettre en cavale, il me faut de l'argent, donc je décide de faire un braquage. Le dernier braquage. Ce braquage se passe bien. Après le braquage, il y a un quart de police qui veut nous percuter. Donc je tire un coup de feu sur la portière du camion de police. Je baisse mon arme pour éviter de tuer. On arrive à partir. Sur le 2e barrage, un policier qui est en civil et qui n'a aucune apparence de sa qualité de policier sort son arme. Je suis à 3 mètres et il m'envoie 4 cartouches. Il me loupe. Je sors mon arme par instinct de survie et de conservation et je tire à mon tour, je vide mon chargeur. Mes camarades s'enfuient et je réussis à remonter sur une moto et je me fais shooter par 2 voitures sur un autre barrage. Et là, je me retrouve sur le caniveau, la moitié du corps sur le trottoir, l'autre moitié sur le caniveau. Je vois ma vie défiler en kaléidoscope en une fraction de seconde. Et étrangement, je ressens déjà comme une forme de soulagement. C'est la fin, cette fuite en avant s'arrête là, quoi. Au commissariat, j'apprends qu'il n'y a pas de mort, pas de blessés. C'est un ouf de soulagement pour moi. 48 heures après, je suis à l'isolement dans une cellule et je sais quand la porte de cette cellule s'ouvre, je sais que je vais y moisir, y croupir de très très longues années. Je suis placé à l'isolement, je suis enfermé 23 heures sur 24, je vois personne, j'ai plus de parloir, je vois pas mes enfants. J'apprends que mes associés me balancent, j'apprends que ma compagne me quitte. Et là, je dois expurger. Donc j'ai 2 procès qui arrivent. Donc je vais avoir 2 cours d'assises qui me tendent les bras. Et je suis au bout de ma vie, seul. Quelque part, je me perds encore plus dans mon propre labyrinthe. Je décide un jour de me pendre, avant même les assises. Et je me dis non, t'as toujours assumé, tu vas continuer d'assumer. Et il y avait un petit bloc à l'isolement.
Et je commence à écrire quelques mots, les premiers mots en arabe, en phonétique. Je me suis jeté sur l'encre et le papier comme on se jette par la fenêtre. Il y a le rêve d'une porte dérobée, d'une autre issue, d'une autre voie, de notre chemin. Et je retiens pas mon stylo. Et j'écris avec la fougue d'un cheval arabe. Je noircis des cahiers, des feuilles. Et puis je me rends compte que plus j'écris, plus je survis, plus je continue à affirmer mon existence, je vais plus loin à l'intérieur de moi. Plus j'écris, plus je vis, plus j'aime la vie. J'ai le sentiment profond de me découvrir. Et que grâce à l'écriture, d'un seul coup, dans cette cellule, après tous ces mauvais choix, toutes ces erreurs, ces 1001 vies que j'ai eues, il a fallu que je me retrouve dans cette cellule, avec toutes ces responsabilités, toutes ces souffrances, toutes ces solitudes, que juste avec un papier et un stylo, j'arrive à me connaître. Je commence à remonter le fil du temps et je me rends compte que tout vient de l'enfance chez moi et que j'ai besoin de revenir sur cette partie de mon enfance dont je n'ai jamais parlé avec qui que ce soit. Et dans cette cellule, au lieu de m'inquiéter des assises, non, je reviens traiter un peu tout ce qui s'est passé pendant mon enfance. Et donc ma naissance, la violence sur ma mère, moi, j'ai eu besoin de refaire ce cheminement, de retracer comme ça et de revenir dessus, d'apporter un peu de lumière sur mon côté sombre au travers de la poésie. Donc le premier poème, c'est mon père. La guerre, père, je la hais. Un poème sur mes enfants. Je vous aime, je me meurs sans vous. Après, un poème sur moi, des souvenirs d'enfance. Plein de moments de ma vie que j'ai besoin, au travers de la poésie, de coucher sur le papier. Et un soir tard dans ma vie, ils ont jailli comme un cri, les mots. Les mots pour extraire les bleus sous ma peau. Donc je me lève à 4 heures du matin pour pouvoir écrire. Je m'apaise et je pense que quand je monte dans ce box de la cour d'assises, je suis un autre homme. Je suis pas un homme qui fuit, je suis un homme qui assume. Je suis capable de regarder mes victimes avec bienveillance. Je suis capable de me lever, de dire au président que si on cherche un meneur dans cette équipe, je suis prêt à endosser le rôle. Je veux éviter aux victimes de revivre ce qu'elles ont vécu, d'abréger un peu parfois des larmes, des moments de souffrance comme ça qu'elles ont pu revivre à cet instant-là. Et puis après, l'addition, 20 ans de réclusion criminelle. J'enchaîne 15 jours après, deuxième cour d'assises. J'ai 47 ans et je suis condamné à 45 ans de réclusion criminelle. Je suis en train de muer. Je laisse quelque part cette peau desséchée dans un coin, quoi. Je réussis à trouver, malgré la souffrance, malgré les 45 ans de réclusion criminelle, malgré la séparation, malgré le manque affectif, le désert culturel, social, je réussis à trouver l'issue de secours de mon propre labyrinthe. C'est-à-dire que je suis sorti de moi. Le temps ne m'oppresse plus. Je me rends utile dans cette prison. Je réussis à faire passer mes 45 ans à 30 ans, puisque c'est la loi. Donc on me ramène mes peines à hauteur de 30 ans. Mais la greffière m'a mis 20 ans de sûreté. Donc il faut que je fasse 20 ans. Je lis beaucoup. Plus je lis, plus je remplis ma boîte à mots. Je suis en train de me transformer. Je suis en train de me bonifier. Je suis en train de commencer d'être à l'écoute de l'autre, de sortir de mon ego, de certaines facilités, de cette course folle aussi pour l'argent. Je me rends compte que je suis prêt à donner tout l'or du monde dans cette cellule pour ne serait-ce que me réveiller avec mes enfants ou leur lire une comptine le soir. Je me rends compte que même de cette prison, je peux faire des choses, quoi, que je peux créer. Et je me suis rendu compte que lire, écrire, créer en prison, c'est survivre, c'est exister. Et c'est fou d'être obligé d'arriver à 47, 48, 49, 50, 51, à cet âge-là pour se rencontrer, quoi. Donc voilà, l'écriture, c'est ma plus belle rencontre. C'est Sarah que je vois le plus au parloir. Donc on apprend à s'apprivoiser, à se découvrir, et puis on a plein de points communs. Dès que j'écris un poème, j'appelle à la cabine et je lui fais partager pour avoir un retour. Avec Sofiane et Ryan, c'est des moments de bonheur intenses, de joie quand ils arrivent. Très douloureux le départ, à chaque fois. Les départs, c'est incroyable. Et la fin des parloirs, c'est des profondes souffrances. La maman de Malik, Yanis et Walid m'empêchent de les voir pendant 19 ans. Les courriers que j'envoie sont déchirés. Parfois, j'appelle et quand elle est là, elle raccroche. Et donc, voilà, dans la cabine, au bout du couloir, je repars dans ma cellule avec des semelles en plomb. Le cœur et les tripes compressées.
la gorge nouée, donc des moments terribles à vivre de l'intérieur pour un papa. Je sais très bien que moi j'en souffre, mais je fais abstraction de ma souffrance en me disant qu'il souffre beaucoup plus que moi. Moi, je suis responsable de cette situation. Eux ne le sont pas. J'ai jamais désespéré. Je sais que quand je sors, je les retrouverai, quoi. Que notre histoire s'arrête pas là, quoi. Et donc, au bout de la 19e année, à la centrale de Poissy, on m'a enlevé le DPS, l'étiquette de détenu particulièrement signalé. Et j'ai mes premières permissions, et je fais venir mes enfants dans un restaurant. Pour la première fois, pendant cette permission incroyable, j'ai tous mes enfants qui sont là, réunis autour de la table. Je suis heureux, je me dis que ça valait le coup d'attendre, ça valait le coup d'espérer, ça valait le coup de se battre, ça valait le coup de continuer à rêver, de continuer à écrire, de se bonifier, plus tributaire de l'argent, d'être revenu à l'essentiel, à l'humain. Je suis le papa et le papy le plus heureux du monde, quoi. Et à partir de là, je commence à faire une demande d'aménagement de peine. Je sors en semi-liberté le 5 janvier 2020. Je suis en conditionnel depuis le 5 janvier 2021 et il me reste quelques mois pour avoir fini l'intégralité de ma peine. Et les gens autour de moi que je rencontre et qui ne connaissent pas l'histoire que j'ai avec mes enfants sont complètement bouleversés quand je leur dis qu'on s'est pas vu pendant 19 ans. Ils en croient pas leurs yeux parce que c'est pas possible, quoi, d'avoir des liens si forts après une séparation aussi longue. Un jour, on me sollicite dans le cadre de la justice restaurative pour aller animer des ateliers d'écriture en prison. Et là, je me dis, tiens, ça serait bien que Malik vienne avec moi pour dire quelques mots à ces femmes détenues longue peine. Comment? Oui, c'est possible. C'est possible, après 19 ans, de renouer des liens très forts avec un membre, avec un papa, un parent, peu importe. Là, c'était un père, mais ça aurait pu être une maman, c'est pareil, parce qu'il y a aussi des femmes détenues et des femmes longue peine. Et du coup, Malik était jamais venu me voir. Et ça lui fait drôle quand je lui propose, est-ce que tu serais d'accord pour venir donner un peu d'espérance, un peu d'espoir à des femmes longue peine? Il me dit, je réfléchis. Et le lendemain, il me dit, ouais, par contre, je viens pour dire ce que j'ai envie de dire. Je lui dis, mais bien sûr, moi, j'ai pas de discours à te donner. Et devant ces 17 femmes, je suis à côté de lui. Il se lève, il les salue et leur dit, j'en voulais beaucoup à mon père. Il m'a gâté. On a manqué de rien. Mais moi, c'est pas de cadeaux ni d'argent que j'avais besoin. Ce qu'il voulait, c'est que je vienne le chercher de temps en temps à la sortie de l'école, qu'on aille courir ensemble, qu'on aille nager ensemble. Des choses tellement simples. Et là, je me dis vraiment que le sage, c'est lui et que l'idiot, c'est moi. Et il voulait juste ça, le gamin, quoi. Après, il me prend dans ses bras et il dit « Je suis fier de mon père et je l'aime comme jamais j'ai aimé quelqu'un. » Et là, elles se mettent à pleurer. Et donc aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'anime des ateliers d'écriture. Et j'ai trouvé dans cette transmission, c'est gratifiant pour moi, ça donne du sens à ma vie. Et je me rends compte que peut-être que tous ces mauvais choix, que cette vie que j'ai eue quelque part, voilà, j'arrive à la transformer, cette fameuse résilience. Moi, je peux dire concrètement, très humblement, qu'aujourd'hui, ces souffrances, ces solitudes, ces erreurs, ces mauvais choix, quelque part, je les mets au service des autres. Et ça marche parce que l'écriture permet de libérer les blessures, de nommer ses failles, de trouver ses propres mots de sauvetage comme moi j'ai pu le trouver, comme une bouée à laquelle on se raccroche quand on est en pleine mer. Et ça fait du bien et ça crée du lien. L'écriture permet ça et je suis gratifié aujourd'hui d'apporter ma petite pierre à cette communauté éducative pour peut-être aider et laisser une résonance chez un jeune. Dans une coursive au parquet ciré, un vieux chariot grince, croule, roule, et puis s'arrête comme soulagé. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Ni un pont, ni un vulgaire jour férié, non, mieux que ça, c'est la foire aux livres, c'est le marché aux mots, c'est la tournée des mots de l'ombre, c'est la littérature et la poésie qui déboulent, qui vont et qui viennent de cellule en cellule, avec leurs livres aux pages jaunies, tachés, cornés, froissés, trop souvent arrachés, dont plus personne ne veut et qu'on a mis au rebut. Des livres pour nous les hommes de l'ombre. Des livres pour faire entrer la vie et exiler la haine. Des livres pour résister le jour et voyager la nuit. Des livres pour récolter des mots et raconter son moi. Des livres pour fissurer les murs et faire passer son moi. Des livres pour rencontrer les autres et se trouver soi-même. Des livres pour découvrir le monde et lui offrir sa pomme. Des livres pour animer ses souvenirs, le temps et mieux penser demain. Des livres pour s'accrocher, se raccrocher à la nature humaine et avancer. Des livres pour aimer.
Vous venez d'écouter Transfert, épisode 337, un témoignage recueilli par Léa Warin. Cet épisode a été produit par Slide Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son et montage, Johanna Lalonde. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.